bienvenue pour un nouvel épisode du CQFR avec Shai. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler simplement qu'il y avait toujours disponible sur YouTube et sur nos différentes plateformes le podcast qu'on a pu faire lundi avec Maxime Bodilis où on a fait vraiment une preview de l'équipe de France masculine. Voilà, parler un petit peu de ce qu'on a vu. On a appelé ça les 5 questions cruciales, donc les 5 grandes questions en fait qui nous restaient en tête après au bout de la préparation. Si vous n'avez pas encore regardé ça ou que vous n'y avez pas encore prêté une oreille, c'est toujours disponible. Et aussi hier on a eu la chance et le plaisir d'avoir une interview avec Ousmane Dieng, le jeune prospect français qui vient de clôturer sa 2e saison avec le Oklahoma City Thunder. Voilà, donc on a passé à peu près une demi-heure avec Ousmane où il nous a parlé un petit peu de son parcours, de comment ça se passe pour lui du côté d'OKC, de l'avenir. Et on a découvert un bonhomme vraiment sympa, un petit peu réservé mais très nature. Voilà, je vous encourage à aller écouter ça. Moi personnellement ça m'a donné encore plus envie. Bien sûr on suivait déjà les résultats d'Ousmane par le passé, mais voilà, je pense que ça vous donnera aussi envie d'en apprendre plus sur lui et de suivre sa saison l'an prochain. On sait qu'il est plein de potentiel et qu'il est dans une équipe qui est vraiment hyper costaud. On aura l'occasion d'y revenir, mais qui sera notamment super ambitieuse l'année prochaine. Donc voilà, ça fait une raison de plus de suivre le Thunder. Cette petite interview avec Ousmane. Shai, il n'y avait pas des tonnes de matchs hier, il y avait un match, le 2e et dernier match de préparation de l'équipe féminine de Team USA qui affrontait l'Allemagne à l'O2 Arena de Londres, comme les garçons l'avaient fait la veille. Résultat sans surprise, j'ai envie de dire. C'est assez impressionnant quand même de voir chaque fois cette équipe. Tu dis, finalement, ils n'ont pas fait de préparation, quoi. Ils ont coupé leur saison WNBA, enchaîné avec le All-Star Game qui a servi de premier match de prépa face à une sélection des meilleures joueuses WNBA. Derrière, ça enchaîne avec ce match contre l'Allemagne. Et même si tout n'est pas encore en place, l'essentiel est déjà là, quoi. C'est ça, victoire 84-57 de Team USA. Il y avait un semblant de pression. Je ne sais pas si cette équipe a de la pression, tellement elle a une marge, une galaxie d'avance sur toutes les autres. Mais il y a une pression parce qu'elles avaient perdu, sur le match que tu as évoqué au All-Star Game, elles avaient perdu contre la sélection de WNBA. Sans donner l'impression non plus il y a eu des essais, des choses tentées qui font que ça peut expliquer aussi le résultat. Mais il fallait quand même réagir pour ce match-là où on se rapproche quand même du tournoi. Et l'Allemagne est une équipe émergente, intéressante, qui avait Satou Sabali, sa star, pour la première fois sur un tournoi international. Alors, elle est plus âgée que Victor Wembanyama, mais en Allemagne, c'est un peu attendu comme ça. C'est devenu une des meilleures joueuses de WNBA et là, elle a fait son premier tournoi. Ça n'a pas suffi du tout pour les Allemandes. Elle a eu droit à un traitement de faveur. Les Américaines se sont mis sur son dos et après, elles ont déroulé, quoi. Elles ont défendu sur la principale menace allemande et derrière, elles ont déroulé. Il y a un monde d'écart entre les Américaines et le reste. Peuvent se permettre de faire tourner. Si une joueuse semble un peu moins bien sur un soir, on la remplace par une autre qui est la star de son équipe pour WNBA. Là, elles se sont promenées avec la paire de rivales, entre guillemets, entre la star du Liberty et la star des Aces, Brianna Stewart d'un côté et A'ja Wilson de l'autre. A'ja Wilson encore dominante, 14 rebonds, 19 points. J'ai retrouvé le box score, d'ailleurs on en parlait tous les deux juste avant de commencer, on ne trouvait pas le box score sur le net. J'ai trouvé le box score un peu plus détaillé si tu veux. Voilà. Alors je veux bien son pourcentage de tir, si tu peux nous dire à combien elle a shooté A'ja Wilson, parce que j'ai pas eu l'impression de l'avoir raté beaucoup de choses. Alors elle n'a pas beaucoup raté, elle a shooté à 7 sur 13, 53,8 au pourcentage. Ça a été la joueuse la plus à droite parmi les titulaires de Team USA. Elle a joué 25 minutes, 19 points, 14 rebonds. Alors pour le plus-minus, qui est toujours on en fait ce qu'on en veut, mais c'est Brianna Stewart qui a un joli plus 30 en 31 minutes avec l'influence qu'on lui connaît sur les matchs. Voilà. Et encore pour Stewart, ils sont pas pris en compte le nombre de tirs qu'elle a dissuadé juste par sa présence. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus marqué entre ce match et le match du All-Star Game face à la sélection WNBA, c'est la différence défensive en fait. Là, Team USA était bien plus près. Elles étaient tout de suite dans les aides. Il y avait une activité des mains impressionnante à monter très haut sur les Allemandes pour les empêcher de développer quoi que ce soit comme jeu offensif. Voilà, moi, c'était un petit peu ce qui m'était resté en tête, tu sais, de leur défaite ce week-end. On en avait parlé avec Ghislain, qui tu faisais référence. Je trouvais que défensivement c'était pas trop au point. Là c'était déjà au point, quoi. C'était vite corrigé, pas de surprise. C'est à nouveau, mais comme chez les gars en fait, à partir du moment où elles défendent sérieusement, c'est
impossible de tenir quelle que soit l'équipe en face, en fait. Parce que c'est une équipe où tu peux planquer des joueuses comme Diana Taurasi, qui est plus toute jeune et qui a jamais de toute façon été très, très intéressée par la défense. Là, ils peuvent la mettre dans le 5 et puis autour, il y a des joueuses tellement fortes défensivement et tellement fortes des 2 côtés du terrain que tu peux pas, en fait. L'impact athlétique, la vitesse, quand cette équipe court, elle est injouable donc les pertes de balles sont sanctionnées immédiatement. C'est le propre des grandes équipes et cette équipe de Team USA, c'est pas pour faire des fétistes. Vous verrez, on en parle rapidement dans la preview des Bleus, des Bleus au féminin qu'on sortira plus tard dans la journée. Mais on n'a même pas pris en considération le fait que cette équipe pouvait ne pas remporter la médaille d'or. Il y a quelques interrogations chez les gars où on se dit, bon, Team USA, c'est super clinquant, mais ils sont âgés. Il y a un plateau très, très, très fort à côté. Donc, il y a un petit espoir que ce ne soit pas les Américains qui gagnent. Chez les filles, honnêtement, c'est plutôt profitons du spectacle. C'est les meilleures joueuses du moment qui sont là, quasiment toutes. Et il faut profiter et respecter leur domination. Surtout qu'elles sont. Il n'y a pas le côté, en tout cas c'est mon point de vue, hein, mais il n'y a pas tellement le côté arrogant qu'on peut retrouver dans certaines compétitions chez les gars sur certaines années où on a vu les Américains arriver, rouler des mécaniques. Là, elles sont fortes, elles respectent l'adversaire et elles font le job, quoi. Ouais, c'était impressionnant en fait, comme toujours, ou comme très souvent avec Team USA, il y a cet effet rouleau compresseur. Et bah, je voulais rendre hommage à l'équipe d'Allemagne qui s'est vraiment battue tout du long. En fait, l'écart pendant le match, en gros, arrêtait pas de. À chaque Ouais. fois que Team USA arrivait à se rapprocher de la barre des 20 points, l'Allemagne revenait un petit peu au score pour réduire à 12, 14, etc. Je pense que, comme on en parlait tout à l'heure, avant de commencer le CQFR, Shai, l'écart moyen pendant l'essentiel du match devait plutôt se situer autour des 12-13 points. Et à la fin, en fait, dans le dernier quart-temps, elles peuvent plus, en fait, parce que les rotations Non. finissent de t'user. Tes titulaires à toi, enfin, quand t'es pas l'équipe de Team USA, sont au bout du rouleau parce qu'elles ont bataillé pour chaque possession, chaque rebond, tout est compliqué, tout est dur. Et à la fin, les rotations, tu peux pas, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment dire, t'as Jay Wilson qui sort, t'as Brianna Stewart qui rentre. Il y a même, tu vois, c'est un match. Kelsey Plum est passé plutôt à côté. Brittney Griner, dont on va reparler après, a pas joué Elle du n'a pas tout. joué. C'est juste injouable, mais c'était quand même une belle qualité de jeu. Et c'est chouette aussi, ce que tu vois aussi, les connivences entre certaines joueuses qui jouent ensemble, notamment entre Chelsea Gray et Aja Wilson. Il y a 2-3 moments où il y a des passes qui sont fantastiques parce que tu sens qu'elles sont, voilà, elles se connaissent tellement parce qu'elles jouent en club, enfin, elles jouent dans la même équipe le reste de la saison WNBA que c'est trop dur pour l'adversaire. Après voilà, ça reste une compétition, mais comme toi, je vois pas une équipe sur la planète pouvoir prendre cette équipe de Team USA durant les Jeux. Ça me semble compliqué, hein. Tu vois, c'est ce que tu disais, là, bah, on se dit, ah bah tiens, Torazi et Chelsea Gray ont l'air un peu fatigués. Ah bah mince, on a Sabrina Ionescu et Jackie Young, deux aspirantes. Ionescu qui est aspirante au titre de MVP cette année, Jackie Young qui sort de 3 saisons exceptionnelles. Enfin, tu peux rien faire, quoi. Mais c'est pour ça, profitons, profitons de pouvoir apprécier ça. Et puis, ça ne veut pas dire que les équipes peuvent pas leur proposer un beau challenge, hein. Si les Bleus les affrontent, elles vont pas s'agenouiller, dire merci. Non, il y aura des bagarres, ça va être cool, mais voilà, il y a un monde d'écart. Ouais, et puis on parlait, enfin j'ai mentionné le nom de Brittney Griner Ouais. qui n'a pas joué du tout hier. Alors je te propose, Shai, que tu peux peut-être nous expliquer en fait pourquoi elle n'a pas joué. Elle n'était pas blessée, hein, Mm. mais voilà, c'est des conditions vraiment très particulières pour Brittney Griner, cette compétition internationale. Et c'est son premier voyage hors des États-Unis depuis. Enfin, tout le monde connaît, quasiment tout le monde connaît l'histoire de Brittney Griner. Elle a été incarcérée pendant un peu moins d'1 an en Russie après avoir été en tout cas, ouais, arrêté dans un aéroport en Russie quand elle revenait des États-Unis avec du cannabis sous forme de vapoteuse, quoi. Et c'est interdit en Russie. Et puis, elle a servi de pion diplomatique pendant des mois. Elle a vécu dans des conditions assez terribles. On a parlé dans le MOOC Défense où on raconte son histoire. Et c'était donc son premier voyage en dehors des États-Unis. Elle a dit qu'elle ne rejouerait évidemment plus en Russie, même s'il y a passé des années. Et c'était son premier voyage hors du pays. Et mentalement, c'est pas si simple que ça. Ils n'ont pas voulu la solliciter. Elle sera sollicitée pendant les JO, hein, évidemment. Mais c'est pas simple. Elle vient d'avoir un enfant en plus. Donc voilà, le contexte est pas simple. Et c'est déjà miraculeux de se dire que, bon, déjà qu'elle est sortie de prison et qu'elle a repris tout de suite le cours de sa vie et de sa carrière, ce qui n'était pas gagné. Franchement, quand les mois s'accumulaient, les mois qu'elle passait en prison s'accumulaient, qu'elle était déportée dans une colonie de travail, de pénitentiaire c'était en Moravie, du coup, voilà, c'est des coins pas très recommandables en Russie.
on se demandait si elle sortirait un jour, si elle rejouerait au basket. Et donc, elle a rejoué au basket, elle a repris la compétition avec Phoenix et là, la retrouver aux Jeux Olympiques, bah, c'est une belle histoire et c'est super. Mais faut comprendre que mentalement, c'est tout un processus. La saison dernière, elle a aussi été parfois harcelée dans certaines villes, dans certains aéroports où des gens voilà, qui étaient contre sa libération, vu qu'elle a été échangée contre un marchand d'armes russe, qu'il y a d'autres prisonniers américains qui sont toujours là-bas, elle a été considérée par certains Américains comme priorisée de manière anormale. Et donc, il y a des gens qui venaient l'agresser dans des aéroports pour lui dire qu'elle ne devrait pas être sortie de prison, ce qui, quand même, on peut l'imaginer mentalement un peu compliqué à vivre. Et donc là, elle se reconstruit avec Team USA et c'est quand même c'est une très bonne nouvelle. Ouais, voilà. Donc voilà pour la raison pour laquelle Brittney Griner a été laissée au repos hier. Le premier match de Team USA, ce sera lundi prochain face au Japon, si je ne me trompe pas, en prime time à 21h, comme souvent, comme toujours pour les matchs de Team USA. De toute façon, c'est quand même l'équipe qui a le plus de luxe, quand même, faut le reconnaître, sur les Jeux Olympiques. Hein. Ils sont toujours des horaires qui sont favorables. C'est pas eux qui vont se lever pour jouer à 9h du matin. Changeons un petit peu de sujet, il y a eu des signatures quand même ces derniers jours en NBA, une hier et puis une autre un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe du côté des Sixers? Les Sixers qui continuent quand même de faire un excellent travail. J'ai l'impression que chaque nouvelle signature, tu te dis c'est parfait pour eux, sachant que maintenant c'est plus à la marge que ça se situe. Mais ouais, est-ce que tu peux nous dire qui a signé à Philadelphie, Shai? Absolument, ce bon vieux Reggie Jackson qui a fait partie de l'aventure de Denver du titre en 2023. Il avait été tradé début juillet aux Hornets. On se doutait qu'il y resterait pas forcément longtemps. Il a donc passé une partie de l'été, mais il a été coupé par Charlotte et c'est tout de suite Philadelphie qui le récupère pour ajouter un meneur d'expérience à sa rotation. Parmi les arrières, les Sixers avaient perdu D'Anthony Melton dans le trade de Bud Hill, si je dis pas de bêtises, et c'était quand même un joueur important dans la rotation. Et donc c'est Reggie Jackson qui va servir de joueur un peu électrisant en sortie de banc s'il en a toujours les moyens. Il a 34 ans quand même, mais il a participé aux 82 matchs de Denver la saison dernière avec 10 points, un peu plus de 10 points et 3 passes de moyenne. Donc c'est un joueur, comme on dit, qui connaît le chemin du titre. On reprend toujours cette expression de Mike Pietrus de l'époque, qui connaît le chemin des finales en tout cas. Et donc c'est une recrue qui me semble intéressante effectivement pour les Sixers qui ajoutent un peu du personnel comme ça, du monde pour tenir la saison déjà, et puis pour les playoffs aussi, c'est important à un moment. Je pense pas que l'arrivée de Reggie Jackson va fondamentalement changer leurs ambitions. Ils étaient déjà très ambitieux avec l'arrivée de Paul George. Là, c'est juste que ça part suite du recrutement intéressant comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que Reggie Jackson, c'est vraiment un joueur très intéressant tant que tu as c'est dur ce que j'allais dire. J'allais dire tant que tu n'as pas besoin de lui. C'est-à-dire que tant que c'est pas un élément essentiel en fait de ton équipe et que c'est un joueur qui sort du banc pour donner du punch, parce que pour le coup, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui sont capables sur des courts moments en fait de hausser leur niveau pour compenser une absence d'un joueur titulaire ou pour te redonner un supplément de punch en fait en sortie de banc. Je trouve que c'est vraiment une bonne pioche du côté des Sixers. Et puis Reggie Jackson qui connaît bien Paul George. Ils ont joué quand même ensemble aux Clippers déjà. Ouais. Donc il sera aussi un petit peu en terrain conquis. Il y a ce match de l'année dernière où Reggie Jackson et DeAndre Jordan avaient ressorti un match vintage contre les Clippers en mode vengeance. C'est son dernier fait d'armes vraiment marquant, mais j'essaie de retrouver en live combien de points il avait marqué, mais 35 points Reggie Jackson, 35 points et 13 passes. Donc il est encore, t'as raison, il est capable sur des matchs encore prendre feu et de hausser le niveau, et peut-être que les Sixers ont aussi besoin de ça, d'un mec qui de temps en temps va pouvoir faire ça. Et en ça, c'est une bonne recrue. Carrément. Il y a une autre signature, là, pour le coup, je ne l'avais pas vu venir du tout, du côté de Dallas. C'est un ancien qui revient à la maison. Ouais, Spencer Dinwiddie, un joueur un peu atypique qu'on aime bien et qui avait après une première partie de carrière un peu discrète, qui avait retrouvé de la valeur du côté de Brooklyn notamment. Il avait aussi fait un bon passage à Dallas et là il revient à Dallas après 2 expériences plus mitigées, notamment la dernière chez les Lakers où il a été finalement assez anecdotique. Et donc là, il revient à Dallas alors la durée du contrat, je ne suis pas sûr qu'elle ait été déterminée, mais je pense que c'est 1 an. Et pour le coup, ça a été, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un des meilleurs 6e homme ou un des meilleurs backups à son poste en NBA. Et la saison à Dallas, avant qu'il soit envoyé à Brooklyn, donc après une 50aine de matchs, il tournait quand même à 17,7 points et à 40% à 3 points. Ajoutez ça dans l'effectif des Mavs.
sans qu'il ait forcément beaucoup de responsabilités. Mais là aussi, dans le même ordre d'idée que pour Reggie Jackson, ça te donne du monde intéressant, potentiellement intéressant s'il est pas. Il y en a qui disent qu'il est cramé, qu'il est fini. Bon, on verra. C'est parce que le contexte aussi s'y prêtait peut-être pas du côté de Los Angeles, mais je trouve que c'est une bonne recrue. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît certains des coéquipiers avec lesquels il va évoluer, notamment en fait Luka et Kyrie, il a joué avec tout simplement. Euh, donc ouais, là aussi bonne recrue intéressante en tout cas. À nouveau, ça va pas changer la face du monde. C'est pas ça qui va faire des Mavs des contenders ou pas des contenders, mais j'aime bien ces mouvements comme ça à la marche qui montrent un peu l'idée derrière la construction d'une équipe. Ouais, mais je partage ton avis. Je trouve que c'est une excellente signature également pour Dallas parce que ça leur donne, en plus de Luka et de Kyrie Irving qui seront de toute façon super sollicités tout au long de la saison, avec Dante Exum, maintenant, tu as Dinwiddie en plus qui peut porter la balle, créer pour les autres. Et moi, je trouve que c'est vraiment important. On a vu quand même que malgré le parcours incroyable des Mavericks l'an dernier qui sont allés jusqu'en finale NBA, quand même à la fin, Kyrie et Luka tapaient dans le mur quoi, en termes de blessures, fatigue. Donc si ça peut permettre au cours de la saison en fait de réduire un petit peu la charge qu'ils doivent porter sur leurs épaules tous les soirs avec quelqu'un d'autre pour être un petit peu à la création dans le scoring, je trouve que c'est très bon choix je trouve du côté de Dallas d'avoir pu remettre la main sur Dinwiddie. C'est un joueur qui est un peu... C'est dur quand même parfois de le cibler parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans sa carrière, à chaque fois qu'on a eu le sentiment qu'il allait passer un cap et s'établir vraiment à un certain niveau, derrière, il y a eu des creux. Tu parlais de son adresse, c'est quand même aussi un facteur assez fluctuant. Mais au bout du compte, tu vois, je trouve que par sa polyvalence, en fait, c'est plus intéressant d'avoir Dinwiddie qui peut sortir du banc que peut-être Tim Hardaway Jr. où tu avais là aussi d'énormes creux parfois dans ses performances. Donc, beau move, je trouve, du côté des Mavericks. Ouais, c'est un garçon original, on va dire. Il est assez marrant dans ses déclats et même dans sa personnalité en dehors du terrain. C'est un garçon assez intéressant. Ouais, écoute, je te propose qu'on ferme là ce CQFR. Comme tu y as fait allusion tout à l'heure, Shai, mais en fin de journée, on vous proposera un podcast long format pour faire une preview de l'équipe féminine, des Bleus et du tournoi olympique qui se prépare. Une équipe, je pense quand même, c'est la question, j'imagine, que vous êtes posée, Shai, puisque tu avais une invitée, une consultante pour l'occasion, Maud Stervinou, qui nous a éclairé de ce qu'elle sait du basket féminin tout simplement. L'objectif, c'est est-ce qu'une médaille est possible? Est-ce qu'une médaille est envisageable pour les Bleus? Sans en dévoiler trop de choses, Shai, est-ce que tu penses qu'on peut être optimiste quand même pour cette campagne? Oui, quand même, il y a des ambitions légitimes. Déjà, en tout cas, l'optimisme est remonté avec la préparation. Vous verrez dans la preview qu'on tempère un tout petit peu l'enthousiasme après la série de victoires. Les Bleus sont invaincus en préparation parce qu'il n'y a pas eu que des adversaires de très 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 haut niveau encore, mais c'est quand même super bien d'arriver au contraire des gars avec un peu de confiance. Voilà, on décrypte un peu quels sont les joueurs clés, les joueuses clés, pardon, les joueuses dont on attend qu'elles fassent la différence, les facteurs X. On parle un peu de l'opposition aussi. Voilà, on décrypte un peu tout ça avec Maud et voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous en apprendrez et que vous ressortirez avec l'espoir aussi que les Bleus décrochent une médaille aux Jeux Olympiques. On a parlé aussi du 3-3 parce qu'on a deux équipes en 3-3 et que Maud est une internationale de 3-3 et spécialiste aussi du 3-3. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Voilà, on vous donne rendez-vous en fin de journée pour écouter ce podcast. Et puis pour les filles, le tournoi commencera lundi prochain avec une opposition face au Canada. Donc voilà, nous on sera devant bien entendu. D'ici là, on vous souhaite de passer une bonne journée et puis on vous dit à demain tout simplement. Ciao à tous. À demain.